Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur ce podcast. Je m'appelle Rebecca Ogumuyiwa, journaliste. Je reçois pour vous un invité qui va nous entretenir sur la thématique relative à la territorialisation des politiques, l'eau et l'agroécologie au service du développement rural et de l'agenda 2030. Avant de continuer, je vais laisser mon invité se présenter. Merci beaucoup, madame la journaliste. Je suis Eulèche Boris Tonyomeni, chef de service en charge de l'éducation, de la jeunesse, des sports et loisirs à la mairie de Porto-Novo et également conseiller juridique au niveau du réseau des femmes leaders pour le développement. Merci. Mal développement rural, montée des problèmes climatiques, dégradation des ressources naturelles, insécurité hydrique, alimentaire et sociopolitique. Voilà les questions sur lesquelles notre podcast va s'axer. Alors, monsieur Tonyomeni Eulèche, quel état des lieux peut-on faire de la territorialisation des politiques relatives à l'eau et l'agroéconomie au service du développement rural? Alors, merci beaucoup, madame. D'ici 2025, la consommation d'eau devrait augmenter de 40% et la moitié de la planète pourrait manquer d'eau. Quand je parle de l'eau, je parle de l'eau potable. Alors, aujourd'hui, pas moins de 900 millions d'individus n'ont pas accès à l'assainissement et également 1,2 milliard n'ont aucun accès à l'assainissement. C'est pour vous dire que chaque année, 8 millions de personnes, dont 1,1 million d'enfants, meurent des suites d'une pathologie liée à l'eau. Et quand je parle de pathologie liée à l'eau, il y a les diarrhées, il y a par exemple la malaria, il y a aussi le choléra et la fièvre typhoïde. Voilà. Et aujourd'hui, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'au niveau des zones rurales ou les villes secondaires, il y a généralement manque d'eau créée parce que les sociétés en charge de la distribution de l'eau au niveau de nos communes n'arrivent pas à desservir ces zones-là. Alors, même si dans le cas de la décentralisation, les communes ont le pouvoir d'exploiter par elles-mêmes le service d'eau, il faut remarquer qu'elles manquent souvent de capitaux et de compétences techniques pour le faire. Et souvent, ces mêmes communes préfèrent améliorer les performances opérationnelles des sociétés d'eau publique régionales ou locales existantes ou renforcer carrément la gestion communautaire. Dans d'autres cas, elles choisissent parfois de recourir aux compétences techniques du secteur privé pour obtenir parfois des services d'eau et d'assainissement plus efficaces, abordables et durables. C'est pour vous dire que parfois, il n'y a pas de solution toute faite pour faire face aux nombreux défis liés à l'amélioration des services d'eau et d'assainissement dans les villes secondaires. Alors, quand je récapitule, tous ces problèmes-là, surtout dans les zones rurales, plongent les populations rurales dans un chaos quant à l'accès à l'eau pour leur activité. Si je me rappelle, vous avez dit tout à l'heure que l'eau également, c'est à la base du mal développement. Alors, aujourd'hui, l'adaptation des politiques publiques environnementales au territoire souffre d'une conception approximative de ceux-ci. Et nombreuses situations ou conditions territoriales de coordination des acteurs qui permettent le succès, sans oublier de montrer qu'à l'échelle moyenne de syndicats d'adduction d'eau potable desservant quelques milliers d'habitants. Également, les conditions territoriales de coordination se dégradent. Et à la base de ces conditions-là, c'est celles-là qui conduisent à un repli des approvisionnements sur quelques hauts lieux du pompage dont la protection se heurte à la démobilisation des acteurs agricoles identifiés comme pollueurs. Alors, face à cet état des choses, il importe de mettre en œuvre des circuits de financement d'une action publique locale qui constitue une alternative crédible à l'utilisation des mesures agro-environnementales et climatiques, socialement et politiquement peu recevables. Voilà un peu l'état des lieux qui est fait de la gestion de l'eau au niveau de nos collectivités territoriales. Merci. Merci, monsieur Eulèche. Parlant d'agenda 2030, à quoi fait-on exactement allusion? Alors, le fameux agenda 2030. Alors, l'agenda 2030 est un programme universel pour le développement durable. Vous voyez, on parle terre à terre des ODD, Objectifs de développement durable. Alors, cet agenda porte l'ambition de transformer notre monde en éradiquant totalement la pauvreté et les inégalités, sans oublier d'assurer sa transition écologique et solidaire à l'horizon 2030.
Alors, je m'explique. Cet agenda se caractérise également par la reconnaissance des liens intrinsèques entre les différentes thématiques ainsi que la nécessaire mobilisation de l'ensemble des acteurs institutionnels comme ceux de la société civile. Vous voyez, et l'agenda est lié à tout ce qui est éducation, l'alimentation, l'environnement, la santé. Alors, et revenant aux ODD, les ODD, par leur caractère ambitieux et transversal, soulèvent de nombreux enjeux pour les prochaines années. Alors, je vais quand même vous citer ces enjeux-là. Il s'agit d'assurer un état des lieux réaliste, mettre en œuvre un suivi rigoureux des progrès réalisés et identifier les domaines d'amélioration possibles. Ensuite, il faut créer une dynamique d'appropriation des ODD par les territoires, la société civile, le secteur privé et les citoyens. Ensuite, favoriser un concept de coopération en diffusant les bonnes pratiques et consulter un cadre de coopération entre acteurs pour mener les actions conjointes. À cet effet, d'ici 2030, il s'agira pour la population et pour le monde entier d'augmenter considérablement l'utilisation rationnelle des ressources en eau dans tous les secteurs en garantissant la viabilité des retraits et de l'approvisionnement en eau douce afin de tenir compte de la pénurie d'eau et de réduire nettement le nombre de personnes qui souffrent du manque d'eau. Entre autres aussi, il faut désormais mettre en œuvre une gestion intégrée des ressources en eau à tous les niveaux, y compris au moyen de la coopération transfrontalière selon ce qu'il convient. Aussi, protéger et restaurer les écosystèmes liés à l'eau, notamment les montagnes, les forêts, les zones humides, les rivières, les aquifères et les lacs. Ensuite, développer la coopération internationale et l'appui au renforcement des capacités des pays en développement en ce qui concerne les activités et programmes relatifs à l'eau et à l'assainissement, y compris la collecte, le traitement des eaux usées, le recyclage et les techniques de réutilisation. Et pour finir, je dirais qu'il faut aussi appuyer et renforcer la participation de la population locale à l'amélioration de la gestion de l'eau et de l'assainissement. Voilà autant de réponses que je peux apporter à ce qu'il s'agit de l'agenda 2030. Comment apporter des réponses efficaces à la hauteur des enjeux nécessitant plus de sols vivants? Alors, les sols vivants, sans sol, il n'y a pas d'humain. Et sans l'humain, il n'y a pas de sol aussi. Parce que quand nous repartons au créationnisme, Dieu a tout créé et a envoyé l'homme sur terre. Alors l'homme, doit pouvoir travailler ce sol-là et le rendre vivant. Alors aujourd'hui, le sol est plus que jamais porteur d'enjeux essentiels. Puisque c'est le sol qui nous permet, d'aller à l'agronomie. Et c'est ce sol-là même qui nous permet d'irriguer et de draguer, de tout draguer. Alors, qu'il s'agisse de la sécurité alimentaire, de la sécurité des approvisionnements en eau, changement climatique, de la durabilité énergétique, de la santé de l'homme et des écosystèmes ou encore la protection de la biodiversité. Dès lors, l'artificialisation des sols porte atteinte à la biodiversité, au potentiel de production agricole et de stockage de carbone, ou encore augmente les risques naturels par ruissellement. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, l'agriculture est la première utilisatrice des sols. Alors, au niveau mondial, 12% des sols émergés dans le monde sont cultivés pendant longtemps. Des hommes ont tout fait pour s'adapter au sol et au climat pour cultiver ce dont ils avaient besoin. Les cycles naturels de végétaux étaient respectés ainsi que la qualité des sols. Il faut investir massivement dans l'hydraulique et dans l'agronomie, pour rendre plus vivants les sols. Pour conclure, il faudra investir massivement dans l'hydraulique et dans l'agronomie. Alors, M. Elège, parlant dans ce même sens, comment apporter des réponses efficaces à la hauteur des enjeux nécessitant plus d'agronomie et d'eau et plus de mobilisation et d'investissement? Alors, je vous remercie pour cette question. Aujourd'hui, l'un des défis des ODD, c'est mettre fin à la pauvreté et donner à manger à tout le monde. Alors, l'atteinte des ODD devra aussi nous permettre à nous engager plus dans l'agronomie afin d'éradiquer les problèmes liés à la famine et à la pauvreté dans le monde. C'est à juste titre que la FAO et toutes les organisations s'emploient à vraiment travailler à plus de mobilisation dans le domaine de l'agronomie en misant beaucoup sur la capacité des populations à avoir un accès qualitatif et quantitatif à l'eau. Quand vous prenez l'ODD 17, qui demande une recherche du partenariat, cet ODD, doit permettre de mobiliser plus de ressources afin que l'agronomie et l'eau soient au cœur des prochaines décennies. Les gouvernements, quant à eux aussi, devront travailler
à se focaliser sur des mobilisations plus accrues des investissements dans le domaine de l'eau. Comment mettre en lumière des éléments de vision à long terme en matière de territorialité des politiques relatives à l'eau? Alors aujourd'hui, le secteur public peut s'appuyer sur différents types de partenariats avec le secteur privé pour renforcer ses capacités d'intervention dans le domaine de l'eau. Cependant, ce qu'on ne sait pas, c'est que pour que le secteur privé puisse réaliser pleinement son potentiel à l'échelle dans l'alimentation en eau potable des villes, secondaires et des zones rurales, c'est qu'on constate que des institutions publiques fortes soient nécessaires pour susciter la demande, structurer et réguler le marché. Dès lors, de nouvelles globales viennent d'être publiées par le programme Eau et Assainissement de la Banque mondiale et qui s'intéresse à 7 pays. Alors, quand je parle de ces 7 pays, il y a la Colombie, naturellement le Bangladesh, les Philippines, l'Ouganda, le Cambodge, le Niger et le Sénégal. Les enseignements tirés de ces études suggèrent que les 3 principales actions qui peuvent aider les institutions publiques à mettre en place un environnement favorable au développement du secteur privé en vue de fournir de meilleurs services d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement dans les zones rurales ou petites villes. Alors, à travers ces 3 engagements, je vais essayer de vous aider de décortiquer chacun de ces engagements-là. Le premier, c'est de renforcer la participation citoyenne, ce qui veut dire impliquer la société civile et les autres parties prenantes dans un processus de dialogue bien conçu et doté de ressources propres est une étape cruciale en vue de sensibiliser les populations et les parties prenantes sur les enjeux de la participation du secteur privé. Alors, qui vous souviennent qu'en 2005, au Bangladesh, l'absence de ce type d'action préalable a été très préjudiciable aux efforts du gouvernement central visant à promouvoir la participation du secteur privé dans la gestion de l'eau dans les villes secondaires ou zones rurales. En revanche, le gouvernement des Philippines a créé en 2008 un centre de partenariat public-privé qui agit comme guichet unique, rassemblant toutes les connaissances sur les PPP. Alors, je vais vous dire que ce centre fournissait divers programmes de renforcement de capacité aux institutions gouvernementales locales en termes de compréhension du concept PPP, de structuration et de suivi-évaluation des projets de partenariat public-privé. Alors, le deuxième point, c'est d'encourager l'ouverture et la structuration du marché. L'ouverture du marché qui n'est rien d'autre que les gouvernements nationaux délèguent la responsabilité de fournir les services publics aux collectivités locales ou d'autres entités publiques qui, à leur tour, cherchent le soutien du secteur privé pour compléter leurs propres compétences. Alors, quand nous prenons un pays de l'Afrique occidentale et qui n'est pas loin de chez nous ici au Bénin, au Sénégal par exemple, l'État a structuré le marché de l'AEP en milieu rural en créant une société nationale de patrimoine. L'Office des forages ruraux a regroupé les 1500 mini-réseaux ruraux du pays en 5 zones des services PPP et qui sont ensuite mises en concurrence en vue d'être gérées par des opérateurs privés. Également, depuis 2015, une société sénégalaise qui n'est rien d'autre qu'un opérateur privé fournit de l'eau potable à 400 000 personnes dans les zones rurales. C'est pour vous dire qu'il y a quand même un effort, qui a été fait dans ces pays-là. Également, au niveau du troisième point, il va falloir mobiliser les ressources financières locales. C'est qu'il s'agit d'élaborer les plans d'action visant les institutions financières locales pour les aider à mieux comprendre le secteur de l'eau et à offrir des produits financiers adaptés. Quand nous parlons de notre pays au Bénin, en temps, les banques commerciales locales se sont engagées à soutenir le secteur de l'eau en fournissant divers instruments de financement pour permettre aux opérateurs privés dans les petites villes d'étendre le service et de réaliser de nouveaux branchements d'eau. Donnez-nous quelques exemples concrets parlant des contenus et les portées possibles de construire autrement. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que le monde va dans un sens où nous n'arrivons pas à maîtriser. Et l'ambition de l'ODD6 est de garantir un accès universel à de l'eau potable et l'assainissement, d'améliorer la qualité de l'eau et réduire les pollutions, assurer une utilisation efficiente des différents usages de l'eau. Quand je parle des différents usages de l'eau, il y a l'usage domestique, énergie, industrielle et agriculture. Sans oublier de préserver les écosystèmes aquatiques. Alors, qu'on le veuille ou non, l'eau est un enjeu transversal et je l'ai dit plus haut. Elle touche à tous les domaines du développement, l'éducation, la santé, l'hygiène, l'alimentation, l'environnement et au climat. Alors, pourquoi il faut construire autrement aujourd'hui? Construire autrement, c'est avant tout limiter l'impact sur l'environnement. Cela passe
notamment par les matériaux biosourcés. Quand je parle de matériaux biosourcés, il y a le bois, il y a les pailles, il y a les chanvres. Les besoins bas carbone, l'économie circulaire et l'intérêt porté à la biodiversité. Dans les méthodes concrètes pour construire autrement, on peut considérer 2 pistes. Sourcer localement, c'est-à-dire permettre aussi de se protéger contre les pénuries et l'inflation. Et combiner les matériaux avec la logique du bon matériau au bon endroit pour retrouver une architecture vernaculaire et ainsi faciliter l'acceptabilité des projets immobiliers. Aujourd'hui, je vais vous dire, il ne s'agira plus pour construire d'aller déforester. Lorsque nous allons continuer avec ces pratiques, d'accord, le monde va tendre vers le chaos. Monsieur Elech, pouvez-vous nous proposer les éléments de politique mettant en œuvre les leviers d'une transition à différentes échelles territoriales? Alors, madame la journaliste, ces éléments de politique mettant en œuvre les leviers d'une transition à différentes échelles territoriales existent. Et je ne dirais pas que nos gouverneurs, nos dirigeants sont sourds. Ils le savent. Mais rien ne nous empêche de les rappeler. Alors aujourd'hui, il faut qu'il y ait une solidarité entre les territoires. Cette solidarité entre les territoires pourrait les aider à partager les expériences. Mieux, la mobilité entre les territoires, le transfert des compétences. Aujourd'hui, l'État doit travailler à transférer vraiment des compétences aux territoires, aux collectivités territoriales. Mieux, la valorisation des bonnes pratiques. Et pour finir, le financement participatif des acteurs. Il va falloir, regrouper et réunir au mieux tous les acteurs qui sont impliqués dans la chaîne de l'eau, à travailler et à trouver des financements participatifs. Merci. Alors, quel appel peut-on lancer aux acteurs œuvrant dans le domaine de l'eau pour une meilleure territorialisation des politiques en matière de l'eau? Madame la journaliste, merci beaucoup. La problématique de la territorialisation des politiques en matière de l'eau est très préoccupante car elle suscite plusieurs remous. Et pour nous, c'est qu'il faut travailler à se mobiliser pour l'eau, travailler pour l'atteinte de l'agenda 2030. À cet effet, je voudrais lancer un vibrant appel à tous les niveaux, aux autorités locales, centrales, toute organisation et partenaires, à se mobiliser davantage pour l'eau. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que l'eau demeure la première ressource dont ont besoin les humains. Et la mise en œuvre des plans de contingence devra nous aider à mieux canaliser et maîtriser les intempéries causées par l'eau. Pour conclure, votre mot de fin. Alors, merci madame la journaliste. Je voudrais d'abord remercier le canal Innovation Béné+, et sans oublier également de remercier le réseau des femmes leaders pour le développement et ses partenaires sur la justice sur l'eau en Afrique. Et je voudrais ne pas oublier de féliciter toutes les démarches multisectorielles qui se mènent à tous les niveaux pour l'atteinte des objectifs fixés dans l'agenda 2030. Et nous avons l'eau en partage, nous avons l'eau pour le futur. Nous devrons travailler, pour un approvisionnement équitable de l'eau afin d'atteindre les objectifs de développement durable pour l'horizon 2030. Merci. Merci, Monsieur Elech Toyon-Meyi. C'est tout un plaisir pour nous de vous avoir sur ce podcast. Nous voici à la fin de ce podcast. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.